Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à nouveau avec notre partenaire, le groupe April. Vers une protection sociale élargie quand la santé mentale devient une priorité RH. Et le thème de ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Belval. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Très très bien, merci. Vous êtes directeur April Entreprise, oui. Courtier conseil spécialiste de la protection sociale collective du groupe April. Exactement. On est ravis de vous accueillir. Julie Bessac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Alpi. Oui. On va en parler tout à l'heure. Merci de votre présence parmi nous. Aujourd'hui, l'ensemble du système, du modèle de protection sociale évolue. On ne se contente plus d'indemniser ou de couvrir des arrêts de travail. Il s'agit désormais d'anticiper, de prévenir les risques, d'accompagner les fragilités, qu'elles soient visibles ou invisibles, pour mieux préserver le capital humain des organisations. Nous allons aborder ce sujet devenu central pour les entreprises. La santé mentale des collaborateurs, longtemps reléguée au second plan, elle impose désormais comme un pilier à part pour la santé globale de l'entreprise, pour la santé des collaborateurs, pour l'entreprise, au même titre que la santé physique ou la sécurité au travail. Alors les chiffres font un peu froid dans le dos. On a quelques chiffres à vous révéler si vous ne les connaissez pas. Une étude faite par Ipsos et AXA précise que 3 personnes sur 4 rencontrent un problème de santé mentale lié à leur travail. Et 70% de celles qui en rencontrent se désengagent de leur vie professionnelle. On aura l'occasion de reparler de tous ces sujets, bien sûr. Une récente étude démontre également que 46% des managers sont prêts à quitter leur emploi car ils génèrent trop de sujets psychologiques ou émotionnels. En 5 ans, l'absentéisme des salariés du privé a bondi de 41% par rapport à l'avant-Covid de 2019, selon une enquête de Datascope. Les maladies mentales sont devenues la première cause d'arrêt maladie en 2024. D'ailleurs, d'après une étude de Malakoff Humanis, le burn-out coûte en moyenne à l'entreprise 30 000 €. Donc ça fait un peu froid dans le dos. On va en parler ensemble. Merci encore d'être parmi nous. Christian, on va, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler, si vous en êtes d'accord, du positionnement d'April Entreprise dans l'écosystème général de la protection sociale et de la prévention. Très bien. Alors, tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, April est un acteur dans différents domaines, et notamment l'assurance de personnes, sur lequel on a un acteur majeur. Et April Entreprise est vraiment dédié au monde de l'entreprise. Nous accompagnons les dirigeants et leurs DRH dans le cadre de la protection sociale, qu'il s'agisse de santé, de prévoyance, d'épargne retraite. Beaucoup de sujets d'actualité en ce moment autour de ce dernier thème, voilà. Mais l'objectif, c'est d'être vraiment à côté d'eux pour piloter leur régime et leur apporter le meilleur conseil. Donc vous accompagnez les entreprises, les ETI, oui, d'une façon générale, avec un modèle un peu particulier peut-être, non? Oui, alors en fait, on a fait le choix d'être 100% conseil. 100% conseil. Voilà, on voit bien aujourd'hui que le métier, alors d'abord, l'environnement se complexifie, parce que pour un dirigeant d'entreprise ou pour un DRH, il y a un millefeuille réglementaire, la conformité est un enjeu majeur, le pilotage est un autre enjeu extrêmement important, et c'est là où on a beaucoup renforcé aussi nos équipes en termes de conseil et d'analyse. Donc l'objectif, c'était vraiment de se concentrer sur le conseil et d'aller trouver les bons partenaires sur les autres sujets qui sont extrêmement importants aussi pour les dirigeants et pour les DRH. Avec une approche, vous m'avez confié récemment, que vous caractérisez d'approche multigestionnaire. Ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, en fait, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins en gestion. Et on sait que la gestion, c'est un axe majeur de la satisfaction à la fois des collaborateurs et des équipes RH. Si aujourd'hui un DRH n'a pas la possibilité de remplir simplement les bordereaux pour l'affiliation, etc., ou si le collaborateur a des difficultés à se faire rembourser parce que le devis dentaire, il ne sait pas comment l'exploiter avec son gestionnaire, ça va être compliqué. Donc le choix que nous avons fait, c'est que grâce à l'expertise technique de nos actuaires qui vont analyser la data des gestionnaires. On a beaucoup investi, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de Python, etc. On a la chance d'avoir des actuaires qui maîtrisent ces techniques. Donc le fait d'avoir plusieurs gestionnaires n'est pas un obstacle à la gestion globale, bien au contraire. Bien au contraire, c'est un avantage pour vos clients. Et tout à fait, parce que tous les clients n'ont pas les mêmes besoins en termes de gestion, et donc on les benchmark systématiquement. Et vous savez quel outil utiliser en fonction des cas particuliers de chacune des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Exactement. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision globale du pilotage des comptes et de permettre de trouver les meilleures solutions pour éviter les majorations et faire en sorte qu'il y ait vraiment un consensus à la fois dans l'entreprise et avec l'assureur pour que derrière, on puisse, dans la durée, accompagner nos clients.
Donc le métier d'April Entreprise, c'est vraiment d'accompagner les ETI au quotidien sur ces sujets de protection sociale et de prévention. On va y revenir. Donc du coup, vous les vivez au quotidien, ces entreprises. Quels sont leurs principaux défis ou leurs priorités? Alors, les ETI ont de nombreux défis. D'abord, dans un environnement fortement perturbé par à la fois les crises mondiales et par les évolutions quasi permanentes aujourd'hui de la fiscalité et autres, on voit bien que les ETI doivent continuer à être innovantes, être résilientes. Et derrière ça, pour attirer des talents, pour continuer à fidéliser les bonnes personnes chez elles, elles ont besoin d'une protection sociale affûtée. Et derrière ça, on voit que les nouveaux sujets sur lesquels les DRH nous sollicitent de plus en plus, c'est « Ok, d'accord, vous arrivez à financer les vulnérabilités. Nous, ce qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est de nous éviter de les avoir à vivre. » Et donc, on va parler de santé mentale ensemble. C'est un enjeu majeur aujourd'hui pour tous les DRH. La crise Covid est passée par là, on y reviendra sans doute. Donc une protection sociale affûtée, mais néanmoins élargie, comme on le précisait tout à l'heure, quand la santé mentale devient une priorité RH. Julie, est-ce que vous voulez rebondir sur ce sujet que vous connaissez depuis de très longues années très très bien? Oui. Parlez-nous de l'importance peut-être de la santé mentale. Oui, et je pense qu'avant de parler de la santé mentale, il est important de la définir. Et en effet, la bonne santé mentale n'est pas le contraire de la maladie psychiatrique. Longtemps, la santé mentale a fait peur et en réalité, l'OMS en donne une définition très précise qui doit plaire autant aux entrepreneurs qu'aux salariés. L'OMS dit qu'un bon état de santé mentale, c'est un état qui permet de faire face aux sources de stress de la vie, de bien apprendre, de bien travailler, pour ainsi contribuer à la vie de la communauté. D'accord. Donc c'est dire le lien entre bonne santé mentale et entreprise qui est absolument automatique. Et c'est là où le bas blesse. Plus de la moitié des salariés se disent en détresse psychologique aujourd'hui. Et comme vous l'avez rappelé, c'est la première cause des arrêts de longue durée. Donc ce qui vient complètement désorganiser et les entreprises et déstabiliser les employés. Quand vous rencontrez les clients, Christian, la santé mentale des collaborateurs, ça doit être une priorité, je suppose, des entreprises. Et si oui, comment vous abordez avec votre structure cette priorité? Alors, je dirais que la préoccupation des DRH, c'est d'avoir un bon équilibre entre une protection sociale de qualité pour leurs collaborateurs et un coût de cette protection qui reste acceptable. On le voit depuis la crise Covid, que ce soit en santé ou en prévoyance, on n'est pas loin du plafond de verre pour les dirigeants et pour les DRH, et également en termes de pouvoir d'achat pour les collaborateurs. Le sujet de la santé mentale est au cœur des préoccupations de tous les DRH aujourd'hui. Il n'y a pas un DRH qu'on rencontre aujourd'hui qui ne va pas nous poser le sujet. Pourquoi? Parce que depuis le Covid, quelle que soit la génération, quel que soit le statut du collaborateur, qu'il soit directeur, qu'il soit jeune employé, etc., on voit bien qu'il y a de plus en plus de cas d'arrêt de travail. Et tu disais, Julie, en fait, on a un vrai sujet sur... maintenant, c'est devenu la première cause d'arrêt de travail de longue durée. Il y a encore 5 ans, on me parlait des troubles musculo-squelettiques. Oui. Donc, on continue à traiter la prévention sur ces sujets. Oui. Voilà, exactement. On continue à apporter des solutions de prévention sur ces sujets. Mais aujourd'hui, la situation a dérapé. Et les DRH sont dans l'incapacité seuls de résorber ces sujets de santé mentale, et c'est là qu'il nous fallait trouver des bons partenaires. Et ça concerne peut-être des populations plus jeunes. Le chiffre auquel vous avez référence sur les arrêts de longue durée, les troubles psychologiques qui sont devenus effectivement la première cause des arrêts de longue durée. On a une population en dessous de 40 ans, si j'ai bien compris, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les rapports que nous analysons depuis des années sur l'absentéisme, on voyait que quand on parlait de troubles musculo-squelettiques, c'était essentiellement des gens qui étaient déjà dans des âges au-delà de 40 ans, qui avaient eu des parcours dans l'entreprise qui faisaient qu'ils s'étaient abîmés. Voilà. Aujourd'hui, on voit que la santé mentale, c'est un sujet qui concerne y compris les tout jeunes. Donc, la Fondation April a sorti un rapport justement sur la santé des 18-25 ans qui est assez édifiant sur le sujet. Et on est vraiment très inquiet de la situation avec nos clients. Et l'objectif, c'est vraiment maintenant de traiter le sujet, comme je disais tout à l'heure, c'est OK, on finance,
mais derrière, il faut traiter le sujet. Il faut traiter le sujet et le plus tôt possible, je suppose, en amont de la survenance du risque. Donc vous accompagnez, après l'entreprise accompagne les entreprises sur plein de sujets de protection sociale, mais y compris sur celui-ci. Vous avez noué donc des partenariats pour accompagner les RH, les DRH dans ces sujets et essayer de faire baisser un peu ces chiffres terribles que nous avons évoqués tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire un peu plus de votre collaboration avec Alpicare qu'on reçoit aujourd'hui? Alors, Alpi, en fait, c'est un nouveau service. Alpi, oui, je me suis trompé, pardon. C'est pas grave. La maison Alpicare existe depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et c'est pour ça, ce savoir-faire d'Alpicare qu'aujourd'hui, Alpi existe et une solution, mais je laisserai Julie vous en parler. On en parlera un petit peu plus tard. En fait, on se connaît depuis longtemps parce que le groupe April avait noué un partenariat avec l'ALP, l'Association lyonnaise de prévoyance. Ce sont des gens qui... c'était des dirigeants de la métallurgie qui, avant la sécurité sociale, ont dit qu'il fallait monter un système de protection sociale pour leurs collaborateurs. Donc, nous sommes toujours partenaires de l'ALP. Et de la même manière que les fondateurs de l'ALP ont innové, aujourd'hui, Alpi innove sur les sujets de la santé mentale. Et pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir collaborer parce qu'il y a le curatif, mais ça, c'est pas le sujet d'Alpi. En revanche, il y a tout ce qui est prévention, information, et on en parlait encore, j'ai le cas d'un client qui fait face à des situations difficiles avec des gens qui sont avec un niveau de concentration sur les jeunes qui est difficile de garder au-delà de quelques minutes parfois, ou dizaines de minutes. Et aujourd'hui, avec les outils que nous propose Alpi, on peut leur apporter des solutions, d'abord pour prendre conscience du sujet, puis après pour agir et travailler. La prévention, hein, on en parle depuis longtemps dans le secteur de l'assurance, elle est aussi hyper importante sur les problématiques liées à la santé en général et à la santé mentale en particulier. Julie Bessac, vous êtes donc directrice d'Alpi. Vous accompagnez les entreprises sur ces enjeux de santé mentale que l'on évoque depuis près de 10 ans. Est-ce que vous avez observé des changements ces dernières années sur ce sujet ? Drastique. Drastique ? Drastique parce que, je vais vous dire, la santé mentale était un gros mot en entreprise. La santé mentale devait rester à la porte de l'entreprise et finalement, c'était la sphère privée des salariés. Effectivement, les DRH investissaient en sieste, voilà, ils avaient conscience qu'il fallait s'occuper de la santé physique, hein, des TMS, comme l'a très bien dit Christian, ils ne voulaient pas être intrusifs. Et c'était toute l'erreur en réalité. Parce que quand on voit que l'entreprise peut être un facteur d'épanouissement pour le salarié, il convient de favoriser son environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises prennent conscience qu'il faut agir et agir simplement. Et c'est possible. Elles prennent vraiment conscience, les entreprises, de la nécessité de l'action? Oui, parce qu'au quotidien, elles sont confrontées à des difficultés. Hein. Et ce qui est important... Dont l'absentéisme, la conséquence est directe, et l'absentéisme, le chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Bien sûr, et puis je crois que tous autour de la table, on peut se dire qu'on a tous un état de santé mentale. Et cet état de santé mentale est fluctuant. On en est tous responsables et puis il y a des événements qui viennent percuter notre état de santé mentale. Donc Christian est en bonne forme aujourd'hui, il nous l'a dit tout à l'heure, moi aussi. Mais imaginons que mon enfant ait pleuré toute la nuit, je vais arriver dans un état de stress et de concentration qui sera peut-être mis à mal au sein de l'entreprise et on ne peut pas l'ignorer. Et finalement, bien prendre en compte la santé mentale, c'est prendre en compte la santé mentale de tous et stigmatiser personne. Et c'est là où c'est intéressant et qu'on renverse la table, c'est qu'en réalité, on va aller faire prendre conscience de tous les événements qui vont venir altérer la santé mentale en entreprise. Et en vivant, en s'immergeant véritablement au sein des troubles, eh bien, on va mieux se comprendre son collègue, pouvoir créer un dialogue entre nous et mettre en place des aménagements qui vont convenir à tout le monde. Je rappelle le chiffre, un des chiffres qui a été cité tout à l'heure, 3 personnes sur 4 rencontrent un problème de santé mentale lié à le travail et 70% se rencontrent désengagés du coup de leur vie professionnelle. Donc on voit tout l'enjeu, au-delà de l'humain et de l'individu hyper important, bien sûr, on voit l'enjeu pour les entreprises. Alors du coup, quelles sont les attentes des directions des ressources humaines aujourd'hui en matière d'accompagnement, parce que c'est là que vous agissez? Tout à fait. Alors, comme je vous le disais, c'est déjà de mieux comprendre quels sont les enjeux pour pouvoir apporter les aménagements nécessaires.
recréer le dialogue entre les salariés et même le dialogue intergénérationnel. Quand on parle santé mentale, en fait, on se rend compte qu'on est tous concernés. Et c'est un niveau de dialogue qui va être très profond, qui va être très puissant et qui va permettre aux individus, au contraire, travailler le collectif. Et en réalité, quand on travaille sur la santé mentale, on travaille directement sur les performances de l'entreprise, l'intergénérationnel, et puis on recrée une culture d'entreprise empathique. Et ça, c'est extrêmement important. Ça remet du sens. Ouais. C'est facile de parler dans l'entreprise de ces problèmes de santé mentale? Oui, alors c'est plus facile parce que, comme je vous le disais, tout le monde est concerné. Donc, ouais, vous voyez, on est en train d'en parler. Vu les chiffres, plus tabou. Effectivement, les probabilités sont fortes qu'on ait autour de nous des gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est plus tabou et puis on peut tous en avoir à un moment ou à un autre. C'est pour ça que là revient la solidarité en entreprise. Et pour reprendre quand même une devise de notre pays, aujourd'hui on a la liberté d'en parler, ce qui est exceptionnel. On est tous sur un plan d'égalité puisque en réalité on a tous nos problématiques de santé mentale. Et force, on va développer cette fraternité, cette empathie qui va permettre d'aller plus loin et de recréer un souffle pour dynamiser l'entreprise et voilà, faire qu'elle devienne performante. Et agir. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de certains exemples que vous pratiquez, que vous mettez en place dans les entreprises? Bien sûr, tout à fait. Alors, on a différentes solutions. On a des solutions complètement virtuelles où on est à distance et on immerge vraiment chacun dans les troubles de santé mentale, vraiment pour comprendre ce que ça vient toucher au fond de nous et puis des ressources dont on aurait besoin. Et parfois, il y a des ressources internes où on sent qu'on est capable de faire face à une situation. Et puis, à des moments, on se dit, oh là là, là, c'est trop, j'ai besoin de sortir de la pièce, j'ai besoin de boire un verre d'eau, etc. Donc, en fait, on va amener le salarié à penser lui-même à des aménagements qui peuvent lui convenir. Et puis, aménagement de l'organisation du travail, du poste de travail. Exactement. Pour rebondir sur ce que vous dites, j'étais il n'y a pas longtemps avec Joe Wilfried Tsonga. On peut prendre les sportifs qui connaissent bien ça, eux. Avant une compétition, ils vont s'entraîner, avoir une préparation mentale, tout à fait. Ils vont tout donner au moment de l'événement, de la compétition. Et puis ensuite, après, ils vont avoir une phase de récupération. On a oublié ça en entreprise. On demande aux salariés d'être efficaces du lundi matin 8h jusqu'au vendredi soir 18h, mais c'est juste pas possible. Et c'est là où il y a des burn-out, c'est là où en fait on perd de la performance. La liberté, c'est aussi de pouvoir apprendre aux salariés, à tous les salariés, même aux dirigeants, de dire stop, je fais une pause 5 minutes, je m'accorde un temps de réflexion et puis je repars mieux. Et donc c'est organiser tous ces temps-là et on a un comité scientifique absolument hors du commun. Au sein d'Alpi? Oui, c'est ça, avec des médecins, des neurologues, des psychiatres qui ont publié dans le monde entier sur ces sujets-là. Et donc, avec eux, on a conçu des programmes d'adaptation véritablement adaptés à chaque métier dans l'entreprise et à chaque conditions de travail. Chaque secteur aussi peut-être, non? Bien Parce sûr. qu'il y a des secteurs couverts qui peuvent avoir des problématiques particulières, singulières. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où c'est très important de reconstituer un dialogue. Christian, vous voulez un peu rebondir sur ce que vient de dire Julie? Oui, en fait, on le constate concrètement, j'allais dire quotidiennement, chez nous et chez nos clients. Aujourd'hui, il y a quatre générations qui cohabitent dans l'entreprise, avec les habitudes des boomers dont je fais partie, et puis des jeunes qui sont connectés H24, qui souvent ont des horaires décalés, qui choisissent, et pas que dans le métier de la tech chez nous, mais des gens qui vont décider de travailler tard le soir chez eux, etc. Donc les rythmes ne sont pas les mêmes. Et quand on travaille en équipe en permanence, eh bien, il faut savoir gérer en fait les personnalités, il faut savoir gérer aussi les rythmes de chacun. Donc ce que tu disais tout à l'heure, Julie, est juste. L'intime est rentré dans l'entreprise. Et l'entreprise est rentrée dans l'intime. Ça s'appelle le télétravail. Donc depuis le télétravail, la frontière entre le personnel et le professionnel tente à se flouter, tente à se... Exactement. Tous nos collaborateurs et tous les collaborateurs de nos clients sont branchés sur leur smartphone. Être concentré sur une tâche, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est hyper sollicité.
On a les messages, on a le Teams, on a WhatsApp, on a plein de choses qui viennent perturber le travail. Parmi les modules que j'ai pu visualiser de ce qui est proposé dans la plateforme aux entreprises par Alpi, il y a un module qui, moi, m'a marqué, parce que je me suis senti extrêmement concerné. On voit un jeune cas dynamique, alors moi je suis moins jeune maintenant, mais peu importe, qui commence sa journée et qui commence à avoir des post-it en disant tiens, faut pas que j'oublie ça, etc. Puis il voit les mails qui arrivent, il voit les sollicitations smartphone qui arrivent, etc. Et au bout d'une demi-heure, on voit le gars qui commence à transpirer, il regarde son écran, il n'arrive même plus à lire l'email. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vécu cette situation. Et ça, c'est un sujet qui peut perturber la performance d'une entreprise. Et à travers les différents modules proposés par Alpi, ce qu'on souhaite, c'est proposer aux DRH de nos entreprises d'avoir, cette prise de conscience partagée avec leurs collaborateurs, et puis derrière, un accompagnement en fonction des modules qui seront choisis par l'entreprise. Il y a des dizaines de sollicitations qui viennent dans le milieu du travail de partout. Donc c'est cette fragilité-là, en fait, qui est aussi une des causes de ces problématiques. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de formation, Julie, sur, alors je sais pas, de collaborateurs, peut-être des RH même, d'une certaine façon, non? Bien sûr, alors il peut y avoir différents niveaux de formation. Je pense qu'on doit tous recevoir une formation sur notre santé mentale, c'est de la prévention. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui ce que visent les pouvoirs publics. C'est essayer de avoir une meilleure connaissance de soi. Il faut s'auto-analyser, en fait, dans son travail quotidien, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand vous allez au-delà de vos limites, eh bien, forcément... Est-ce qu'on en a conscience? Eh bien, grâce à la formation qu'on délivre, effectivement, voilà, ça permet de repérer les signes. D'accord. Ça permet de repérer les signes pour soi-même comme pour les autres. Et même en famille. Donc, vous voyez, l'entreprise investit et elle va venir donner et transmettre un meilleur état de santé mentale à ses salariés, améliorer sa performance et un mieux-être général. Donc, je dirais même c'est d'utilité publique. Donc il faut s'auto-analyser d'une certaine façon, aider par la formation. Est-ce que les RH, eux aussi, doivent être, entre guillemets, formés sur ces thématiques ou pas? Tout à fait, elles doivent accompagner ça, et au contraire, elles sont au cœur du dialogue pour voir ce qu'il convient de faire comme adaptation. C'est là où c'est intéressant, c'est que pour une fois, il ne va pas y avoir des décisions descendantes en disant on a mis pour vous à disposition une salle de sieste ou un atelier smoothie, mais au contraire, ensemble, ils vont décrire des aménagements possibles en équipe, et ça peut aller de mettre des casques à disposition pour tous jusqu'à des changements organisationnels encadrés bien sûr par le règlement intérieur. Bien sûr. Voilà. Tout est respecté. Vous disiez qu'il y avait une évolution, je ne me souviens plus du mot que vous avez utilisé sur cette préoccupation de la santé mentale dans les entreprises, mais en tout cas, 88% des jeunes actifs considèrent que l'entreprise doit jouer un rôle dans leur santé. Ça, c'est nouveau quand même, non ? Oui. C'est post-Covid, c'est quoi? C'est vraiment ce que disait Christian, et c'est vrai que l'intime et l'entreprise se sont retrouvés. Ouais. Et 88% des jeunes, c'est énorme. Mais je reviens quand même à la définition de l'OMS, qui dit que c'est en travaillant bien et en contribuant à la vie de la communauté qu'on s'épanouit. Donc l'épanouissement au travail, c'est possible, et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Donc les collaborateurs sont prêts à être soutenus, à être formés, si j'ai bien compris. Les RH également sont prêts à accompagner leurs collaborateurs. Et bien sûr, après l'entreprise, avec le soutien d'Alpicare, est là pour accompagner, pour donner des éléments de formation, c'est ça, d'accompagnement, des outils pour permettre à ce qu'effectivement ces chiffres régressent. On a quelques mots pour finir ce tour de table sur ce sujet, Christian. Oui, voilà. On sort d'une période qui a été très agitée autour de la CRDS, qui a mobilisé beaucoup les patrons de la RSE. Et pour être conforme, ils se sont beaucoup intéressés au R et pas assez au S. Le S, c'est le social. C'est le moment de reprendre la main sur le social. C'est un enjeu de performance. Reprendre la main sur le social. Voilà. C'est un enjeu de performance pour l'entreprise. Tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est un enjeu également de cohésion dans un moment où on sait que recruter, former, fidéliser, c'est un enjeu majeur pour les RH. N'oublions pas les managers également. Les managers, le management intermédiaire,
qui est souvent dans l'injonction contradictoire d'un côté des collaborateurs qui ont des attentes et de l'autre côté une entreprise qui a également un objectif et une volonté de développement. Donc la santé mentale, c'est un enjeu majeur. On l'a dit, le Covid a bouleversé la donne, le télétravail a bouleversé la donne. Donc il nous appartient vraiment d'aider nos clients sur le sujet. C'est bien ce petit focus de fin quand même sur les managers, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, 46% des managers sont prêts à quitter leur emploi. Selon une étude récente, car ils ont trop de sujets psychologiques ou émotionnels dans leur entreprise. Donc c'est vraiment un sujet de préoccupation, donc bien sûr d'après l'entreprise avec Alpicare, mais des RH et des DRH. En tout cas, Julie, un petit dernier mot ou pas ? Oui, écoutez, moi je n'aurais qu'un mot, c'est assurer la santé de ses salariés, c'est un devoir de sécurité de la part des dirigeants. Mais aujourd'hui, ça doit devenir un plaisir et recréer le dialogue, ça va changer beaucoup de choses dans l'entreprise. Surtout qu'il y a des outils et des structures qui sont là également pour ça. En tout cas, merci Julie Pessac de votre présence. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes directrice d'Alpi. Christian Belval, merci. Vous êtes directeur April Entreprise, le courtier conseil spécialiste de la protection sociale collective du groupe April. Merci de votre présence. À très bientôt pour un prochain numéro.